à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je trouve que l'image elle est un petit peu bizarre. Il y a beaucoup de soleil, je ne sais pas si c'est à cause de ça. On dirait que c'est un peu, pas flouté, mais un peu dans ce genre-là. Mais en tout cas, je vous promets, c'est pas moi qui ai flouté l'image. Ouais, donc là on a un super beau temps, donc on en profite. Mais le problème c'est que dans le nord, quand il fait beau, les températures montent, et au bout d'un moment, bien sûr, ça ne rate pas, on a de l'orage. Mais bon, j'espère que ça va tenir. En plus, mes enfants partent en voyage scolaire, donc j'aimerais bien qu'ils profitent quand même un petit peu de la mer, tout ça. Donc ce serait super qu'il fasse beau quand même. Sinon, avant de continuer, je voulais vous présenter un petit peu les séries que j'ai lues en fantasy. Que j'ai lu il y a longtemps, en ce qu'on appelle la beatlit et l'urban fantasy. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu des derniers films que j'ai vus. Alors, si vous suivez sur Instagram ou Facebook, vous avez vu que j'ai regardé De Gaulle il n'y a pas très longtemps. Je m'étais dit, j'avoue que j'aime pas trop regarder les films à la télé parce que ça commence très tard, ça finit tard, et moi j'aime bien lire derrière, donc après ça vous fait coucher à des heures pas possibles. Donc j'ai quand même regardé, je trouvais le film bien, Lambert Wilson est bien. Et en fait, c'est les débuts de... Enfin, les débuts, c'est pas les débuts. Mais c'est avant que la France se capitule devant Hitler. Donc on voit un peu l'aspect politique des choses. Pétain qui veut la reddition. De Gaulle qui vient d'être promu, le général. Il vient de gagner une victoire contre les Allemands. On sent quand même un tacticien derrière dans le film, quand même très 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 bon. Lui refuse. Il refuse évidemment, il veut pas abdiquer devant Hitler. Il veut pas que la France, voilà, pour lui, il y a la grandeur de la France. Il veut pas que la France mette un genou à terre devant Hitler et le nazisme. Donc il se heurte un peu. Alors le président, ne me redemandez pas, je ne sais plus le nom du président de cette époque-là, qui a dû démissionner d'ailleurs, qui s'est réfugié dans le sud de la France après. Alors on voit Pétain, on le voit pas trop, mais lui puis ceux qui veulent abdiquer. De Gaulle à un moment a ses mots sur Pétain en disant que c'est quelqu'un qui est pétri d'ambition. Donc évidemment sa grande ambition c'est d'être président. Il y a aussi ces mots de Pétain qui dit qu'il faut arrêter la guerre parce que voilà, on va perdre encore des hommes. Ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes. On est quand même en 1940, je crois, quand le film commence. Il a perdu beaucoup d'hommes. Il dit continuer. C'est vrai que la France n'avait pas les moyens et l'armement pour faire face à l'Allemagne. Enfin, ça, on l'a tous vu en cours d'histoire. Hitler s'était énormément préparé au combat. Il avait des chars d'assaut en veux-tu en voilà, des soldats qui étaient suréquipés. En France, il y avait encore les bandelettes à mettre autour des bottes. Enfin, c'était vraiment... Donc... Alors c'est vrai que Pétain a ces mots, dire voilà, on veut pas envoyer... et c'est vrai que certaines personnes disent que si la France n'avait pas abdiqué, il y aurait eu plus de morts. Ouais, ok, au niveau soldats, c'est clair qu'il y a un moment, il fallait arrêter le massacre. Mais pour moi, ça ne justifiera jamais ce qui s'est passé par la suite, notamment, voilà, le plus gros exemple, c'est le Veldiv, quoi. C'est cette collaboration et ce fait d'avoir enfermé des gens et de les avoir sciemment livrés à l'ennemi en sachant très bien ce qui allait se passer derrière. Voilà, je pense que effectivement, on était peut-être plus en état de se battre contre eux, mais de là à collaborer autant, à faire ça, enfin voilà. Heureusement, il y a des gens qui ont aidé les Juifs. Voilà, il y a des gens comme De Gaulle qui ont mis en place la résistance. Ça m'a fait penser aussi au film Les Heures sombres qui parle de Churchill, quand il accède au poste de Premier ministre et qui doit gérer la guerre. Lui-même s'est trouvé très mal, dans une situation très compliquée parce que les autres Anglais au pouvoir ne voulaient pour la plupart voulaient abdiquer aussi devant Hitler. Quand il a été rencontré les Français, ils ont dit non, mais non, on a perdu la guerre, c'est tout, on laisse tomber. En gros, c'était ça. Et à un moment, et c'est vrai que Churchill, dans le film, on voit très bien qu'il voit que voilà, Hitler, c'est pas seulement un envahisseur. Enfin, Hitler et le nazisme, c'est pas seulement un envahisseur comme il y avait autrefois, voilà, on s'empare des terres et compagnie. C'est derrière, c'était un dictateur en puissance. Et ça, on voit bien que Churchill l'a compris. Et c'est ça qu'il veut pas abdiquer devant ce gars qui est un dictateur. Voilà, derrière, ça va être
ça va être, mais voilà, horrible. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les pays qui ont été envahis. Et il hésite, à un moment, il hésite, parce que tout le monde le pousse à abdiquer, Churchill. Et c'est là, je sais pas si c'est vrai, mais on voit le roi, alors c'était Édouard, je sais plus combien, j'ai oublié, le père de l'actuelle reine d'Angleterre, qui était au pouvoir. Il s'entendait pas super bien avec Churchill, hein, mais il lui a dit non, il faut pas abdiquer devant Hitler, il faut pas. Donc c'est lui qui l'a encouragé, et on voit effectivement que l'Angleterre refuse d'abdiquer. Et on revoit Churchill donc dans le film De Gaulle, on les voit De Gaulle et Churchill discuter ensemble, renforcer leur lien en fait avec la France. Et puis on voit donc De Gaulle partir en Angleterre. Et ce qui était sympa dans ce film, c'est qu'on suivait beaucoup sa famille aussi, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Et ça, c'était sympa parce qu'on avait deux axes. On avait voilà, la lutte de Gaulle et de l'autre côté, sa femme qui devait fuir d'abord je pense qu'ils habitaient à Paris, enfin voilà, pour aller dans le sud, dans la partie. Enfin, c'est même pas dans le sud qu'ils sont allés, je sais plus dans quelle, mais voilà, ils ont fui leur maison, ils ont suivi les routes de l'Exode, donc on voit l'Exode, les gens avec leurs chariots, parce qu'il y avait très peu de voitures encore à cette époque, c'était que les gens riches qui avaient des voitures. Et à un moment, on voit aussi bah, voilà, les avions qui ont tiré sur les gens qui étaient sur les routes. Et c'est vrai que j'avais oublié, c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que De Gaulle et sa femme, leur petite fille, leur dernière née, est trisomique. Donc on voit aussi, voilà, avec la petite fille, comment ça se passe. Il y a quelques petits flashbacks où on voit qu'ils refusent de la mettre dans une institution. En fait, ils l'ont toujours gardée près d'eux, quoi. Elle n'est pas morte vieille, hein, mais ils l'ont toujours gardée près d'eux, tout ça. Et je trouvais ça beau, cet esprit, voilà, de famille. Et cette femme, Yvonne de Gaulle, dont on parle très peu, mais qui en fait, là, se dépêchent de faire les bagages pour fuir leur maison. Ils se réfugient, alors je ne sais plus trop, je pense que ça va être en Bretagne ou en Normandie, mais ils sont encore trop près. Et puis, comme De Gaulle a fui, il est accusé de haute trahison. Il reçoit un télégramme en Angleterre disant voilà, il perd ses grades et en plus, voilà, il faut qu'il revienne en France pour être jugé, quoi. En gros, voilà ce qu'ils lui disent. Et elle fuit et elle finit par fuir en bateau aussi. Euh, et on voit d'ailleurs des bateaux qui explosent, puisque bah, les Allemands tirent aussi sur les bateaux. Alors, c'est des bateaux de réfugiés qui partent en Angleterre. Et on la voit arriver en Angleterre, tout ça. Enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est un beau film parce qu'il y a vraiment deux axes. On voit le combat de De Gaulle et en même temps on voit aussi le combat de sa femme et qui a été aussi un peu celui des Français qui ont dû fuir, voilà, qui ont décidé de fuir, qui ont décidé de partir dans le sud, ou ont de la famille, ou de traverser, voilà, pour rejoindre l'Angleterre. Et voilà, à ce niveau-là, c'était vraiment bien fait. Et du coup, j'ai regardé jusqu'au bout, j'ai bien aimé. Puis ça s'arrête là quoi. On voit l'appel du 18 juin, je crois. Mais voilà, ça va pas plus loin. Donc voilà, il y a un petit peu quelques phrases explicatives à la fin sur ce qui se passe après. Mais voilà, c'est un pan de la vie de Gaulle en fait. C'est le début de la guerre et qu'on connaît pas tellement, et aussi l'histoire de sa famille. Voilà. Sinon, dans un tout autre genre, je suis allée voir Doctor Strange in the Universe of Madness. Non, c'est pas ça, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je suis très bonne en anglais, donc ça se sent tout de suite. Donc c'est Doctor Strange dans les multivers de la folie. Donc c'est vrai que depuis un moment, on voit un peu cette histoire de multivers, on l'a vu dans différents films Marvel, hein. Moi, je suis une fan des films Marvel, notamment dans le dernier, puisque il joue un petit peu avec le passé. Voilà, il retourne en arrière. Enfin, dans le dernier, c'est Endgame, je crois, hein, où on les voit mener leur dernier combat contre Thanos. Donc là, on retrouve le Doctor Strange, c'est le deuxième épisode, sauf qu'on l'a vu un petit peu à droite à gauche, on l'a notamment pas mal vu dans le dernier Spider-Man, et c'est vrai que c'est mieux d'avoir vu parce que dans le dernier Spider-Man No Way Home, on voit justement, il joue avec les multivers et ça crée quand même. Enfin, les conséquences sont un peu désastreuses derrière, hein. Quand on joue comme ça avec les multivers, c'est un petit peu. Voilà. C'est-à-dire les réalités parallèles, quoi, les mondes parallèles. Et là, en fait, il va se retrouver. Le début démarre très fort puisqu'on voit une jeune fille dans un univers un peu avec. Alors, on se dit que c'est pas notre Doctor Strange, mais c'est certainement celui d'un multivers puisqu'il n'est pas tout à fait identique physiquement. Et on les voit dans un monde assez psychédélique, tout en couleurs, avec
plein de morceaux de murs qui bougent, sur lesquels ils sont obligés de sauter. Ils sont poursuivis par un monstre. Et en fait, cette jeune fille va se retrouver dans notre monde. Voilà, elle va faire la rencontre de notre Docteur Strange. En fait, elle a la capacité de voyager d'un multivers à l'autre, sauf qu'elle ne contrôle pas du tout son pouvoir. Et elle sait qu'elle est poursuivie et que le démon qui la poursuit veut s'emparer de son pouvoir. Alors pourquoi? Je ne vais pas vous le dire. Parce que je m'attendais pas à ça en fait. Si vous avez vu l'affiche du film, effectivement, donc on retrouve Wong qui était déjà dans le premier, qui est aussi un des sorciers, et qui là est le sorcier devenu le sorcier suprême. On retrouve Christine qui était la médecin qui était amie avec Strange dans le premier. On retrouve Wanda. Donc la sorcière rouge qu'on a vue dans les premiers, enfin pas dans les premiers, mais dans les épisodes Civil War, Endgame, enfin voilà, on a vu dans plusieurs films. Elle a eu sa série sur Disney. Ben, j'ai pas Disney, donc j'ai pas pu voir la série. Mais à voir les extraits, ça m'a fait fortement penser à un comics que j'ai lu où c'est elle l'héroïne. Et effectivement, je pense qu'ils ont gardé la même idée de départ, même s'ils l'ont traitée différemment. Donc là, on la retrouve aussi. On va retrouver, alors évidemment, quand il y a des multivers, vous pouvez faire un tas de choses. C'est ça qui a été super dans les comics, c'est que, aussi bien DC Comics que Marvel, c'est qu'ils ont fait voilà, ils ont joué avec les réalités parallèles, ou ils ont joué avec ce qu'ils appellent des épisodes what if. Et si, voilà, par exemple, moi j'en ai lu un, c'était... c'est-à-dire, qu'est-ce qui serait passé si... et celui que j'ai lu, c'était Bulletproof. Donc, c'était la balle... Alors, par contre, proof, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais. En fait, le pitch de départ, c'est que dans ce comic, c'est que l'expérience sur le Captain America n'a pas fonctionné. Donc, il est resté, Steve Rogers. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas pu sauver l'oncle de Spider-Man. Donc Spider-Man qui ne connaîtra pas du tout le même destin. Voilà, ça entraîne un enchaînement de circonstances qui fait qu'on a une histoire complètement différente. Et c'est vraiment super bien fait. Je sais que voilà, vous avez des Marvel où ce sont des zombies en fait. Les héros sont des zombies. On a Captain America en zombie. Il y a un DC Comics où Superman est russe. Enfin voilà, donc voilà, c'est super bien fait. Voilà, ça permet d'agrandir encore plus leur monde et donner d'autres points de vue. Donc là, évidemment, avec Multivers, il y a quand même une scène sur la fin où on va se retrouver face à des gens. Voilà. Surtout un en particulier que j'étais très contente de voir dans ce film, qui augure plein de choses, je pense. Bon, après, il y a une question de droit, hein, parce que Disney n'a pas tous les personnages Marvel. Mais ça, voilà, ça préfigure d'autres choses, je pense. Donc c'est pour ça que je vous conseille plus ou moins de les lire, enfin de les lire, pas de les lire, de les regarder un peu dans l'ordre parce que je pense que ça va devenir un univers très complexe. Bon après il y a toujours moyen de rattraper, hein, c'est pas non plus, voilà quoi, c'est faisable. Mais voilà, de sacrées bonnes surprises. Bon bien sûr, bon moi j'adore Benedict Cumberbatch, alors évidemment d'emblée ça pouvait que me plaire. J'adore Marvel, donc ça m'a énormément plu. Il y a peut-être un petit moment où c'est un petit peu long, mais après j'avoue que c'est bien fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce méchant-là c'est un super méchant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce méchant-là, mais voilà, c'est voilà, plein de surprises, voilà, plein d'effets spéciaux comme c'est faire Marvel. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé. Il y a toujours un post générique aussi, qui va nous amener certainement aussi à d'autres choses. Donc, voilà. Dans le même temps, d'ailleurs, j'ai fini aussi Shang-Chi. Par contre, celui-là se passe avant les Doctor Strange et il est sorti l'été dernier au cinéma. J'ai pas le DVD avec moi. Donc là, par contre, on est plus du côté, ça fait plus film asiatique, un peu, voilà, dans la tradition des films asiatiques. Donc j'accroche moi sur ce genre de cinéma-là, même si ça reste du Marvel. C'est pareil, vous avez un post générique. On se dit, ouais, il va y encore y avoir autre chose, quoi. Donc voilà, mais je vous en parlerai une autre fois parce que là, j'ai pas le DVD sur les mains. Puis bon, on a déjà parlé quand même un quart d'heure de cinéma, donc on va peut-être passer un peu à la lecture. Surtout qu'avec ma grande langue, on en a pour un moment.
Enfin, je ne vais pas dépasser la demi-heure, mais bon, voilà. Donc j'ai fini Les Corbeaux, les vestiges de l'Arsenal. Alors, donc c'est aux éditions de la Chimiste et c'est de Lydie Blaiseau. Alors, je ne sais pas si c'est un tome 1, parce que parce que bon, l'histoire se termine, hein, l'histoire est finie, mais on pourrait retrouver ces fameux corbeaux. Alors, ces corbeaux, en fait, on est dans un futur, ça se passe au début en Angleterre et ensuite pour les trois quarts du roman en France. Donc dans un monde futuriste où il y a eu d'énormes tempêtes qui a détruit énormément de choses, notamment sur les côtes, parce que là ça se passe, là c'est la ville de Cherbourg, où on voit voilà, les villes côtières, notamment Cherbourg et Saint-Malo je crois aussi, je sais plus, qui ont été détruites, les ports ont été détruits. Voilà, on ne sait pas d'où vient cette tempête, on n'en saura pas plus, mais voilà, ça a détruit énormément de choses, ce qui fait que... Et derrière, il y a eu des conséquences, c'est-à-dire que tout ça a été abandonné, les ports et compagnie ont été abandonnés, mais les machines se sont remises à fonctionner seules. Ce qui entraînait de la part des humains une réticence à utiliser les machines. Donc on a une sorte de recul au niveau technologique, on a une sorte de recul puisqu'on ne veut plus trop utiliser voilà, tout ce qui est machine. Ça fait un peu peur, on le voit tout au long du roman, et bon, ça aura bien sûr d'autres conséquences. Et les corbeaux sont en fait des gens qui sont capables de communiquer avec les défunts, avec les fantômes. Donc on suit l'héroïne voilà, qui a cette capacité, et elle cherche, tous les corbeaux ont forcément un maître, et elle cherche son maître, et son maître, elle va le trouver en France, et ils vont se retrouver entraînés dans une aventure, voilà. Donc alors ça fait penser un peu à du steampunk, mais normalement le steampunk c'est beaucoup de machinerie et c'est au 19e siècle. Là on est plutôt dans le futur, encore que... oui, je pense qu'on est dans le futur. Je sais pas trop, parce qu'à un moment on parle d'une jeune femme qui a une robe. L'héroïne n'en porte pas des froufrous, mais apparemment elle en porte. Alors je sais pas trop. Ouais, peut-être que c'est pas futuriste, peut-être que c'est plus uchronique ou dystopique, je sais pas trop. Un peu steampunk aussi, puisqu'il y a quand même un rôle important joué par les machines. Donc voilà, c'est une lecture young adulte, hein, mais ça se lit très bien. Voilà, puis il y a une fin, donc je pense qu'elle pourra faire l'autrice pourra faire d'autres volumes, hein, toujours autour de ces personnages des corbeaux. Et voilà, moi j'ai bien apprécié ma lecture. C'était sympa, c'était sympa. Sinon, là, j'ai fini. Alors, c'était en lecture commune avec la chaîne Il est bien ce livre de Séverine Lanté. Vous savez que j'aime beaucoup cette chaîne. Et là, ça fait 2 fois que, en fait, comme je suis sa chaîne, après, j'achète des livres qu'elle conseille, évidemment, les coups de cœur qu'elle a eus. Et là, ça fait 2 fois qu'il y a des lectures communes sur des livres que j'avais achetés. Et là, c'était en lecture commune Batman de Dathan Auerbach, pardon pour la prononciation, c'est un auteur américain. Donc le précédent que j'avais lu en lecture commune, c'était Derrière les panneaux, il y a des hommes, et on retrouve un peu le même thème, c'est-à-dire qu'il y a la disparition d'un enfant et on voit l'impact que ça a sur la famille. Donc dans Derrière les panneaux, il y a des hommes, c'est un père enfin, ils ont perdu leur petite fille. Et lui, il est sur une aire d'autoroute. Donc lui, il a tout abandonné, il reste sur cette aire d'autoroute et les alentours pour retrouver l'assassin. Là, Batman, c'est un jeune garçon qui est avec son petit frère de 3 ans. Lui a 15 ans, enfin c'est son demi-frère en fait. Lui a 15 ans, et puis il perd son petit frère dans un magasin d'Oulkadi, voilà. Et 5 ans après, alors qu'il a 20 ans, il se retrouve un peu par hasard quand même à travailler dans ce magasin, et il commence à avoir des doutes, et en fait il espère que son petit frère est toujours vivant et il le cherche. Puis il y a des choses, c'est vrai qu'il y a une espèce de... On a l'impression que le magasin lui veut un peu du mal. Il y a une espèce de machine monstrueuse qui sert à compresser les cartons, hein, puisque lui s'occupe de remettre les rayons en place et de vider les camions de marchandises. Cette espèce de... Voilà, qui compresse les cartons. On la sent dangereuse, cette machine. Voilà, c'est comme si elle allait dévorer les hommes qui l'approchaient. Enfin, voilà, c'est une ambiance très particulière. C'est très très noir, hein, je vous le dis tout de suite.
Bon, j'en parlerai, je pense, un peu plus dans un update lecture. Mais voilà, on est vraiment dans du très très noir. C'est les deux livres, hein, d'ailleurs, derrière les panneaux, il y a des hommes et dans Batman. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je l'ai dévoré en quelques jours. Là-dessus, il fait quasiment 450 pages. C'est vraiment, voilà, enfin, moi j'étais prise dedans. J'ai pas senti de creux au milieu de trucs casse-pieds qui m'a. Parce que le héros, il est quand même, comment Ben, il est quand même assez, voilà, il est torturé par ça. Il est jeune quand même, et puis il est, comment, il a eu des problèmes, il a eu un accident, enfin voilà, on voit plein de choses, voilà, avec sa famille aussi, c'est un peu compliqué. Donc c'est un être un jeune un peu torturé, il est obèse, hein, ou très gros, parce qu'il était obèse quand il était plus jeune, mais ouais, voilà, il est à la limite, donc voilà, il a plein de problèmes comme ça, et du coup voilà, ça crée une ambiance très noire. Bon voilà, on a la résolution à la fin, bon, il a écrit un autre roman, cet auteur, parce que franchement, j'aurais acheté l'autre roman, mais il n'a malheureusement pas été traduit en français. Celui-ci, son deuxième roman, et le premier, ils ne l'ont pas traduit. Et j'ai pas vu non plus d'autres romans, parce que celui-ci date déjà de 3 ans, je crois. Puis ce qui est bien, c'est que sur la chaîne de Séverine Lanté, c'est qu'elle vous propose aussi des livres qui sont plus vieux, donc vous pouvez les trouver d'occasion. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, surtout qu'en ce moment, le prix du livre a augmenté à cause du prix voilà, du papier. Enfin, c'est un peu tous les domaines, hein. Moi, je suis allée mettre ma voiture au garage. Il y a un problème avec le klaxon. Elle m'a dit, voilà, on a eu des clients qui ont un problème de klaxon. Ça va pas arriver avant mi-juin, fin juin, pour réparer le klaxon. Donc je les avoir le même problème. Donc ils ont vu aussi, eux, voilà, mais c'est partout, dans l'alimentation c'est pareil, dans le livre c'est comme ça, voilà. Tout a augmenté, donc c'est, voilà, on sort de la Covid, mais derrière on va encore, bon, enfin bref. Voilà, donc c'était pour dire, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle conseille aussi des livres qui sont plus vieux et que vous pouvez donc trouver d'occasion. Et voilà, c'est quand on n'a pas un gros budget, c'est quand même super sympa. Du coup, je voulais vous parler des romans Beat Lit et d'urban fantasy que j'ai lus, mais je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps. Je vais commencer par par la série qui m'a fait tomber dans la Beat Lit, en fait. Alors la Beat Lit, l'urban fantasy, c'est voilà, ça se passe à notre époque, si ce n'est que les créatures surnaturelles, donc vampires, loups-garous, les fées, tout ce que vous voulez, ont fait leur coming out. Donc voilà, ils se sont dévoilés aux humains. Bon, ben, derrière, évidemment, il y a des conséquences. Et souvent, dans le livre, on commence, ça fait déjà plusieurs années que les humains savent que voilà, ces créatures existent. Donc on a déjà un petit historique de ce qui s'est passé quand la grande révélation a été faite. Et on se retrouve donc en Beat Lit, surtout, ce sont surtout des héroïnes, hein, des femmes. Et voilà, des femmes souvent qui ont un pouvoir. Et il y a pas mal il y a pas mal de romances, alors plus ou moins marquées et plus ou moins warning interdit aux 18 ans, hein. Je vous le dis tout de suite, dont je vais vous parler d'ailleurs. Je pense que je vais avoir le temps de vous parler que de cette série-là d'ailleurs. Mais voilà, c'est. Ouais, clairement, certaines, voilà, c'est forbidden. C'est. Voilà, donc moi j'aime bien, j'en ai lu plusieurs. J'ai commencé des séries, puis bon, après je suis partie dans les SP, donc il y a des séries que je n'ai pas finies. D'ailleurs, j'en ai fini. La seule que j'ai finie, c'est La Communauté du Sud. Ça avait été adapté en série sous le titre True Blood. Vous savez, c'était Suki Stackhouse qui était une jeune serveuse dans un bled paumé des États-Unis, enfin du sud des États-Unis. Les vampires, ils savent que les vampires existent. Il y a une entreprise qui a créé le True Blood, le vrai sang. Enfin, en fait, c'est du sang artificiel, mais pour que les vampires n'attaquent pas les humains. Bon, évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des vampires renégats, hein, qui s'attaquent aux humains, parce que le sang humain reste quand même meilleur. Et on suit Suki Stackhouse, je sais plus combien de volumes il y a, peut-être une dizaine, une douzaine. Et puis quand je devais faire de la place chez moi, j'ai tout revendu. Alors je l'ai un petit peu regretté, parce que je me suis dit, t'avais toute la série, c'est un peu bête, mais en même temps, bon, bah, je me dis, il fallait que je fasse de la place. Puis comme il y a d'autres séries que je n'ai pas finies, et pour l'instant, tant que c'est pas fini, je les garde. Alors ouais, j'ai un petit regret quand même, je me suis dit, je les relirai pas, donc voilà.
Donc c'était une série qui était pas trop mal, qui était assez soft. Mais alors c'est marrant parce que le dénouement de la série en livre et le dénouement en série de télé, c'est pas du tout la même fin. Donc c'est voilà, c'est un peu, ça prend pas les mêmes chemins quoi. Voilà, donc moi je suis tombée dedans avec Laurel K. Hamilton et Anita Black. Voilà. Alors je suis tombée par hasard, donc ça fait longtemps parce que là, ça c'est le dernier tome que j'ai lu, tome 25, et en fait elle en écrit un par an. À savoir qu'elle avait commencé la série, je pense, à la fin des années 90, c'était sorti en France et c'est ressorti après, et au moment, effectivement, il y a eu ce rush sur la Bitly, ça devait être entre les années 2000-2010, je pense. Donc ça a été remis au goût du jour et Bragelonne, qui voilà, c'était dans la collection Milady, avait sorti les Anita Black. Alors, je me suis dit ouais super, du fantastique. Voilà, Anita Black, c'est une héroïne elle est nécromancienne, c'est-à-dire qu'elle peut relever les morts. Donc elle travaille pour une société où des gens viennent la voir pour voilà, c'est tout est légal, hein. Viennent la voir pour qu'elle relève les défunts, des fois pour des histoires d'héritage, des fois pour juste pour dire au revoir à la personne, parfois pour savoir qui a tué la personne, enfin comment s'est passé exactement sa mort, pour voilà, éclairer certaines zones d'ombre. Donc c'est son pouvoir de départ et évidemment elle va se retrouver petit à petit à enquêter sur des alors les premiers volumes sont très bien parce que franchement les enquêtes, moi j'ai jamais vu jamais vu arriver qui était le meurtrier ou le coupable. Donc elle va se retrouver finalement elle est humaine à la base, hein, elle a rien, sa famille est humaine, voilà, voilà, elle a juste ce pouvoir de nécromancie. Et donc elle va se retrouver plongée dans le monde des vampires, des loups-garous, des faées, et il y aura des tas d'autres créatures, des métamorphes, mais toutes sortes de métamorphes, hein. Donc voilà, assez développé. Alors les premiers volumes sont, il y a pas mal de sensualité dedans, hein. On sent que entre Anita et puis il y a un bout de temps que je les ai pas lus. Je vous dis, j'ai arrêté la série là parce que j'avais moins de temps pour lire des lectures perso. Je vais pas retrouver le nom du vampire. Je ne sais plus, je vais pas le retrouver. Donc avec ce vampire qu'on voit dans le premier volume, on sent que voilà, il y a beaucoup de sensualité, de l'attirance, mais il se passe rien. Elle rencontre aussi un loup-garou, Richard, qui lui a été mordu, donc il est vraiment loup-garou contre sa propre volonté et il le vit très mal. Voilà, alors le premier, ça s'appelle le cirque. Donc elle en a écrit, voilà, c'est ça. Elle a créé le personnage d'Anita Black en 93 et elle en écrivait un par an. Donc moi j'étais arrivée au tome 25 et je ne sais pas si j'ai acheté les suivants, je ne sais plus. Faut que je regarde dans ma palle, mais j'ai une palle qui est un peu en bazar à un endroit. Et voilà, il y en a d'autres qui sont sortis, mais j'ai peut-être maintenant les acheter d'occasion d'ailleurs. Donc voilà, les premiers épisodes sont pas mal parce qu'il y a toujours une enquête. Voilà, il y a cette sensualité qui est assez importante et petit à petit, on va vraiment virer, je vous dis, sur du moins de 18 ans. C'est-à-dire que Anita développe son pouvoir, mais pour le développer, elle va même et pour donner la force à ce vampire. Chaque vampire a sa spécificité. C'est-à-dire qu'il puise son pouvoir, soit par exemple dans la peur qu'il inspire. Dans le cas d'Anita, il puise sa force dans le sexe. Donc vous avez des volumes qui sont aussi gros que celui-ci, donc qui fait quand même ouais, plus de 900 pages, où on ne parle que de sexe. Voilà, c'est que ça. Alors moi j'ai continué à suivre parce que j'étais attachée à l'héroïne. Mais après je regardais parce qu'il y a un personnage super intéressant dans les Anita Black qui s'appelle Edward, qui est aussi parce qu'elle est nécromancienne, mais elle est aussi chasseuse de renégats, de vampires renégats qui s'attaquent aux humains ou toute autre créature surnaturelle qui s'attaque aux humains. Et Edward est aussi un chasseur de primes qui chasse aussi les créatures voilà, qui s'attaquent aux humains. Et c'est un personnage. Alors, c'est un simple humain, hein, il n'a pas de pouvoir, si ce n'est qu'il est capable d'endosser des. Voilà, il peut jouer un mec sympathique, mais derrière, c'est un tueur, mais il est glacial, quoi, ce mec. Il fait peur. Il fait même peur, plus peur que certaines créatures de la nuit. Voilà, et dans les épisodes où il apparaît, on est sûr qu'il va y avoir une enquête, il va y avoir un petit peu plus d'action. C'est plus sympa. Donc voilà, donc moi j'ai continué la série. Donc 93, si on en écrit un par an, donc là je pense qu'on n'est pas loin des 30. Donc voilà, donc j'ai continué, voilà. Alors c'est vrai que des fois c'est un petit peu, parce qu'on arrive quand même à des, voilà, il y a un moment c'est du sexe en, alors c'est du polyamour,
parce que maintenant, voilà, quand vous êtes amoureux de plusieurs personnes, maintenant on utilise ce terme. L'autrice elle-même pratique le polyamour. Elle le dit d'ailleurs au début de certaines préfaces. Voilà, donc elle est en couple, mais elle et son compagnon sont amoureux d'autres personnes, donc soit homme ou femme. Donc on retrouve un peu ça dans Anita Black. Donc des fois, je vais vous dire carrément, ça finit quand même, voilà quoi, c'est la fête, quoi, c'est la fête. Voilà, il y a des scènes aussi qui peuvent être choquantes puisque certains métamorphes peuvent prendre une forme intermédiaire entre, je sais pas, par exemple un loup, entre le loup et l'homme, et alors qu'elle est en train de faire l'amour avec lui, se transforme à moitié. Donc voilà, ça aborde des thèmes, voilà. Voilà, donc c'est attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que voilà, c'est clairement pas avant 18 ans. Hein, les premiers, ça va, mais les suivants sont clairement, voilà, axés autour de l'amour et du polyamour et les relations. Et au bout d'un moment, on ne sait même plus avec qui, avec qui elle a fait quoi. Il y a même un volume où elle se demande si elle n'est pas enceinte. Voilà, il y a cyber potentiel. Et encore, ça c'est avant, il y en aura d'autres après. Donc voilà, c'est très... bon, moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont abandonné parce qu'ils en ont eu marre de ce côté, voilà, trop axé sur le sexe. Moi, j'ai continué parce que j'aimais l'héroïne, mais je vous dis maintenant, je vais plutôt essayer de les trouver en occasion plutôt que les acheter neufs. Puis voilà, les lire tranquillement. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce qu'on arrive à une demi-heure, donc je reprendrai pour la prochaine fois. Comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé. Dites-moi aussi ce que vous faites le mois de la fantaisie, si vous connaissez cette série parce qu'elle date quand même, ou d'autres du même genre. Et puis lors de la prochaine vidéo, je pense que je tarderai pas trop et on attaquera plus rapidement voilà, les romans de Beat-Lit et d'Urban Fantasy. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite de belles aventures livresques, comme d'habitude. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!